Louise Cara, Bonjour. je découvre votre exposition ici dans ce lieu des Célestins et je suis admirative, je suis émue par ce que vous avez appelé ce rapprochement inédit. Vous avez invité deux colosses, deux montagnes, le géant provençal et le géant japonais, à se rencontrer ici en Occident, dans votre Provence, là où vous travaillez. Et je me disais qu'il fallait quand même une audace incroyable pour oser ce geste de rapprocher le mont Ventoux et le mont Fuji, et que peut-être seule une artiste qui est dans un travail de l'imagination peut réaliser. Alors je voulais vous demander à quel moment précis ce rapprochement vous est venu, à quel moment vous avez été inspiré par ce rapprochement. La maturation d'un travail, de son inspiration, se fait sur des périodes longues. Et à un moment donné, il y a un déclic qui va, je dirais presque comme une montagne, s'élever pour installer le sens. Alors, la maturation, elle est à la fois liée à ce qui se voit, ce que je vois depuis une vingtaine d'années sur mon territoire, la Provence. Donc ce mont Ventoux qui est la montagne emblématique de notre territoire, de notre région, qui est vue sous différents angles en fonction de l'endroit où l'on est, et qui vient en quelque sorte nous surprendre, voilà, en fonction de sa face, en quelque sorte. Bon, il faut savoir que tous les jours, je traverse le pont d'Aladier, puisque j'habite à Villeneuve et que je vais à mon atelier qui est juste derrière le Palais des Papes, et que donc, sans créer d'accident, néanmoins, j'éprouve une grande joie de tourner ma tête vers la gauche pour le regarder, pour le contempler, même si ça ne dure pas très longtemps, mais en tout cas sa présence naturelle, éternelle, remplit les yeux de sa beauté. Donc ça, c'est une permanence, en fait. C'est une permanence de cette nature qui est là depuis des milliers d'années, millions d'années, et que on a cette chance aujourd'hui dans notre temporalité de pouvoir contempler tous les jours. Donc il y a, je dirais presque un premier rapprochement temporel qui entre le monde créé et le monde où l'on vit, qui nous met nous-mêmes dans une espèce de proximité presque sacrée. Voilà. Et il vous regarde aussi peut-être. Oui, aussi. Oui, il y a de toute façon un dialogue qui s'installe entre la nature et les êtres à partir du moment où il y a ce désir de contemplation et cette demande de ravissement, en fait, que l'on a en tant qu'être humain par rapport à la beauté de cette nature qui nous invite profondément au respect. Voilà. Alors ça, je dirais, c'est le terreau
je dirais, géographique, voilà, Terrien. voilà, du fait de vivre là, voilà. Et puis il y a la dimension esthétique liée à mon travail. Et la dimension esthétique liée à mon travail et donc ce rapprochement et ce choix que j'ai fait il y a 20 ans d'utiliser l'encre japonaise. Voilà. Alors c'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'ai fait ce choix en 2007 d'utiliser l'encre japonaise en ayant découvert New York et en ayant eu l'envie d'évoquer justement les fenêtres de ces grands buildings. Et pour moi, la solution, ça a été le choix de l'encre. Comment dire, entre ce qui est vu et qui appartient à l'univers du quotidien, entre ce qui est utilisé dans l'atelier, juste derrière le Palais des Papes, cette encre, ces outils, ces pinceaux que j'ai ramenés en plus de Tokyo en avril dernier de Marouflage, des énormes pinceaux qu'on ne trouve pas ici. Je veux dire, il y a une espèce d'envie de pouvoir faire se rencontrer ces mondes avec ce que je suis en tant que peintre et ce que je suis en tant que personne qui regarde. Nicolas de Staël disait cette très belle, cette phrase très signifiante, on ne peint pas ce que l'on voit, mais le choc qu'on a reçu. Et ce choc, vous l'avez chaque jour quand vous traversez le pont. Ce choc, vous l'avez quand vous travaillez avec les médiums japonais, avec le papier japonais, avec l'encre japonaise, donc des choses qui viennent d'ailleurs. Il y a New York aussi que vous évoquez, puisque vous êtes toujours dans cette confrontation des mondes. Hein. Dans votre œuvre, on retrouve toujours ce souci de faire se rencontrer, se parler, peut-être même s'aimer, différents univers, différents éléments de l'univers. Et il me semblait, en regardant ces œuvres, je me suis dit, mais c'est le Mont Ventoux fait, monté, travaillé, réalisé avec des matériaux venus d'ailleurs. J'ai trouvé ça d'une belle complexité. Et puis il y a l'église des Célestins, où à force de se balader, d'aller et venir entre les allées, entre la nef, les différentes chapelles, les ouvertures, qui sont comme autant de fenêtres sur d'autres univers encore, on a le sentiment que les œuvres, elles sortent même de la pierre. Il y a une extraordinaire homogénéité, homothétie entre la couleur de la pierre des Célestins et la couleur de vos œuvres. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur ces rapprochements avant de connaître le lieu où elles allaient être exposées, ou après? Alors, en fait, les choses se sont passées très très vite parce que la ville d'Avignon m'a proposé fin octobre les Célestins. Ah, fin octobre. Fin octobre. Donc, et on est en mai. Oui. Et la proposition étant
particulièrement surprenante parce que, en fait, je devais être dans un autre lieu et les Célestins étaient disponibles au mois de mai et on m'a dit, écoutez, Madame Caral, les Célestins sont libres, est-ce que vous avez envie d'exposer là? Alors, évidemment, les Célestins, quand on nous propose ça et qu'on y est seul, ça peut représenter une grande hésitation pour l'artiste parce que c'est un lieu qui est grand, qui fait 800 mètres carrés, qui est majestueux, qu'il faut savoir occuper, on va dire, qu'il faut savoir apprivoiser. Il y a des lieux qui ne s'entendent pas avec les œuvres que l'on y installe. Il y a des lieux, et notamment les lieux qui ont une charge spirituelle forte, peuvent rejeter aussi et les œuvres et l'artiste. Donc, il faut quand même bien en avoir bien conscience et en tout cas savoir si comment je dirais, on a la légitimité d'être là. Voilà, on a cette je dirais incarnation esthétique et spirituelle qui nous permet de nous poser là sans que ça vienne gêner, je dirais, le lieu. En tout cas, c'est le respect que je peux en avoir en tant qu'artiste. Et en fait, moi j'aime bien, et la question que vous me posez maintenant va répondre par ma réponse à la première question que vous évoquiez, c'est que en fait j'aime bien être dans une espèce, un resserrement du temps qui, si j'ai trop de temps pour faire quelque chose, je dirais, je m'étale dans la réflexion. Et c'est pas forcément quelque chose de bon. Donc, vous avez besoin de cette tension. Oui, j'ai besoin de cette tension, j'ai besoin de... je travaille vite, j'ai besoin d'être dans une... comment dire dans une rencontre avec le sujet, l'œuvre, le processus de création, une osmose physique, émotionnelle, voilà. Et il faut que ça se passe. En fait, c'est très bien que ça se soit passé entre fin octobre, en fait, et j'ai arrêté en avril avec Pétrarque, voilà. Le mont Ventoux, le mont Fuji, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire, moi, aux Célestins? Qu'est-ce que je vais raconter? Je pars re-raconter, re-exposer ce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, de singulier. Je revenais aussi du Japon. Il y avait eu en mai 2025 la semaine japonaise qui avait été organisée par la ville d'Avignon, où j'avais rencontré donc les deux danseurs Butoh, Kanakiti et son homologue masculin. Et le paravent japonais que j'avais fait juste avant de partir au Japon avait servi de décor scénographique pour leur performance au théâtre Golovine. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'éléments de mosaïque qui se sont
reliés les uns avec les autres et qui ont fait que l'inspiration et le titre lui-même du Mont Ventoux au Mont Fuji, parce que c'est ça quand même l'histoire. Je suis partie du Mont Ventoux et je suis allée vers le Mont Fuji en avril 2025, y compris en travaillant avec mes amis danseurs butots, y compris en travaillant à l'encre japonaise. Tout ça, c'est posé. En fait, voilà, pendant 20 ans, ce travail avec l'encre qui doit s'apprivoiser, s'aimer, être aimé, être respecté, être choyé, être comment dire, appliqué comme dans un rituel, une forme de prière, etc. Donc tout ça, eh ben, ça a donné naissance à ce rapprochement inédit qui était déjà le titre d'une précédente série où je rapprochais 2 encres. Et en fait, le Mont Fuji et le Mont Ventoux, ce sont 2 encres. Les montagnes, in fine, ce sont 2 encres qui se rencontrent, 2 lignes qui se rencontrent, qui ont certes des formes un peu différentes, mais voilà, elles sont uniques dans le paysage, et si elles ont été autant peintes par les peintres, c'est pas non plus un hasard. C'est ça, au plan sacré, on peut dire qu'elles sont des signes. Alors il y a le signe sur la montagne, mais les montagnes elles-mêmes sont des signes divins, des signes de la création. Et ce qui est frappant dans cette exposition, c'est que les montagnes, j'ai parlé de colosse au début de notre entretien, et en fait ce colosse s'épanouit et nous enveloppe. Il n'est pas du tout repoussant, comme on dit une montagne, c'est une forteresse. On est comme ça devant un peu pétrifié devant la façade d'une montagne. Et là, on a ce sentiment d'être enveloppé un peu d'ailleurs comme votre travail sur les manteaux. On retrouve cette même affection de la montagne pour celui qui la regarde, pour celui qui a décidé aussi d'en faire l'ascension. À la fois l'ascension peut-être en tant que marcheur, comme Pétrarque l'a fait pour le Mont Ventoux, puisqu'il a été le premier à faire l'ascension du Mont Ventoux, mais peut-être aussi une ascension spirituelle, d'étape en étape, et on voit très bien dans vos œuvres, on voit très bien les étapes, alors je dis pas spirituelles, mais les étapes dans la roche, dans le calcaire, dans la terre. On voit bien qu'une montagne est formée de différentes couches, à la fois des âges, à la fois des matières, à la fois des couleurs, à la fois des sensibilités. Elle ne nous écrase jamais. Elle ne nous écrase jamais. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur ces 2 formes totalement antinomiques presque. Moi, je vois le Mont Ventoux, je le vois comme une espèce de fauve ou de panthère couchée comme ça au sol, qui se love comme ça sur la terre et qui épouse et contour de la terre, avec cette forme tellement féminine de ce mamelon qui est offert comme ça au ciel. Et puis le Mont Fuji qui est très droit, très phallique, très... le Mont Ventoux, c'est du vent, hein, il est fait de vent, sa forme, elle était sculptée par le vent, et le Mont Fuji, c'est un volcan de feu. Le feu et le vent, cette forme droite et cette forme couchée, allongée, comment vous les faites dialoguer? Alors, ce qui est,
aussi très intéressant. En vous écoutant, j'ai pensé à Ibn Arabi et j'ai pensé au chaton des sagesses. Et je me suis dit qu'en fait, cette église, les Célestins, Célestin. Céleste, est une sorte de chaton, c'est-à-dire que c'est, on dit dans la spiritualité soufie, on parle de l'amande dans la coque et le cachet, on va le chercher à l'intérieur de cette coque, tout ce qui est précieux. Et en quelque sorte, les Célestins, c'est un peu cette espèce d'écrin, C'est ça. de magnifique écrin qui vient recevoir, qui vient accueillir le caractère précieux, on va dire, des œuvres d'art. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle accueille les montagnes de ce fait. Et que les montagnes, du coup, deviennent elles-mêmes, de manière symbolique, des véritables pierres précieuses. Voilà. Et ça, c'est intéressant, je dirais, dans les jeux de miroir, au niveau spirituel et symbolique qui se mettent en place entre le sujet, les œuvres et le lieu, comme une sorte de kaléidoscope qui va venir nous interpeller au niveau de notre sensibilité et de notre intériorité aussi. Alors, oui, en fait, ces montagnes, ces monts, il y en a ces formes. Il y en a une qui s'étale, qui est alors elle-même une sorte, le Mont Ventoux, elle est elle-même calligraphe. Le Mont Ventoux est calligraphe, c'est-à-dire qu'il trace sa propre ligne dans le paysage. Et comment dire, il part de son sommet, qui est blanc d'ailleurs, c'est fait de pierres blanches acérées, et il va vers la vallée, il va vers les collines, il va. Donc, on le voit très bien dans les œuvres qui sont juste un trait noir. Voilà, c'est ça. Tout à fait ce que vous dites. C'est la nature est peintre elle-même. Et celui qui est le plus grand peintre, bien sûr, c'est Dieu. Et donc, déjà, comment dire, la nature nous a fait 50% du travail, puisqu'elle est elle-même son propre. Elle est elle-même artiste d'elle-même. Voilà. Le mont Fuji, lui, il est entouré de 5 lacs. Et ce qui est très intéressant, c'est que il est, lui, dans un écrin liquide, en fait. Il est l'élément eau est extrêmement important autour du Fuji. Et le Fuji est très érectile. Il est à la fois. Enfin, je ne sais pas s'il est si yang que ça, parce que c'est plutôt un mamelon à la Jean-Paul Gaultier. C'est comment dire, il est installé dans le paysage, je dirais comme une évidence, quoi. C'est là, c'est pas ailleurs. On le voit quand on arrive à Tokyo d'avion,
et c'est une pure splendeur de beauté, entouré de nuages, dans des bleus absolument somptueux qui seraient très difficiles à reproduire. Et on le voit à la fois dans l'urbanité de Tokyo que dans les villages qui environnent, il est présent, je dirais, dans le paysage japonais comme un emblème du shintoïsme. Voilà. Comme une marque, je dirais presque, une marque liée aussi un élément symbolique de la nature très fort, très puissant, qui au Japon s'apparente à l'esprit des kami. Les esprits sont partout, même dans la moindre pierre. Donc, vu ce qu'est le Fuji, ce qu'il porte comme dimension. Voilà, et sa présence et son altitude, pratiquement 4000 mètres, 3300, je ne sais plus combien, 90 mètres, je ne sais plus. Voilà, c'est une signature, c'est la signature d'un pays, d'un territoire. Voilà. Et c'est noir. Quand on voit le Fuji de loin, on a l'impression que c'est une montagne d'encre japonaise. Et que son petit sommet, qui est d'ailleurs certainement très grand, il faut pouvoir y monter, eh bien c'est comme un papier qui se serait retourné. Voilà, il y a une espèce de... Comment, et c'est pour ça que ça a été autant peint par les peintres comme Okuzai, c'est-à-dire que c'est une invitation, ces deux montagnes nous invitent, parce qu'elles sont elles-mêmes, je dirais presque, des artistes. La nature est artiste, la nature est belle. Voilà, Dieu est beau et il aime la beauté. Eh bien, cette nature, elle nous mâche en quelque sorte déjà le travail. Il y a cette forme-là, qui est la forme d'un manteau, et c'est comme un pôle qui aimante l'ensemble des œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire la signification de cette chose qui est là? Oui. Alors, c'est un manteau qui remonte à quelques années, puisque je l'avais... C'était une maquette dans le cadre d'une série réalisée pour le Festival de la culture soufie, les manteaux des éveillés. Et ce manteau, je n'y ai pas touché parce que dans l'atelier, il était donc blanc comme un tissu et il avait une présence extrêmement forte et enfin pour moi en tout cas très spirituelle. Et d'ailleurs les gens qui rentraient dans l'atelier étaient tout de suite attirés par lui. Et comment dire, je l'ai laissé dans cette espèce de virginité par respect et parce que aussi ce à quoi il faisait référence ne permettait pas d'y inscrire quoi que ce soit dessus. Donc la présence était suffisante. Et voilà, quand j'ai commencé à réfléchir à l'exposition au Célestin, je me suis dit, eh bien, c'est là où il a sa place. Et comme
dans le travail, dans le processus de création des différentes œuvres, et notamment celles qui sont consacrées au Fuji. Il y a eu les œuvres m'ont révélé aussi des images que je n'avais pas intentionnellement voulu figurer, celle de l'ange et celle de l'homme dans la montagne qui a le livre. Je me suis dit, de toute façon, le manteau doit être, comment dire, doit recevoir les feuilles d'or. Il y en a 100. Et les feuilles d'argent. Donc, il doit recevoir les deux, en unité, les deux expressions de mon travail. Le fait que ça soit le manteau de l'ange qui se trouve dans le cœur de l'Église, c'est aussi une manière de réunir en tout cas les traditions du livre et celles du christianisme et de l'islam, où la présence de Gabriel, de l'ange Gabriel est par deux fois très exprimée avec Marie et avec le prophète de l'islam. Donc cet ange-là et voilà, à cette présence, cette présence. En tout cas, merci pour cette présence, cette belle présence. Merci à vous, chère Karima.